Alors, épilogue. Mon histoire la plus courte. Première histoire, imaginez une économie dont la ressource est infinie. Deuxième histoire, imaginez que la nature soit la plus grande source de connaissances sur Terre. Troisième histoire, imaginez un monde sans déchets. Imaginez un monde où la prochaine fois que vous voudrez voir un déchet, il faudra emmener vos enfants au musée. Oh, regarde maman, une canette de crocs. On est d'accord que ce monde, il n'existe pas pour l'instant. C'est un peu le principe du futur et des révolutions, créer des mondes qui n'existent pas. Je veux dire, un monde où Bordeaux et Paris soient à 2 heures, ça n'existait pas avant. On l'a créé. Mais ce monde, il existe, il est où en fait? La nature. Quand les feuilles tombent des arbres dans une forêt, on n'organise pas de système de ramassage. Et on ne subventionne pas les vers de terre. Pourquoi? Parce que dans la nature, tout déchet est un achat. Dans la nature, il ne faut pas croire, en fait, rien n'est gratuit. Puisqu'une espèce, elle doit dépenser de l'énergie pour aller chercher la bouffe. Donc elle a une dépense énergétique. Il n'y a aucune espèce sans dépense énergétique pour chercher la bouffe. Mais cette dépense énergétique, elle est justifiée pour tout. Une feuille qui tombe, il y a un organisme quelque part qui veut aller la chercher. Parce que dans la nature, les chaînes communiquent. Dans la nature, les chaînes de production communiquent, alors que chez nous, elles sont en silos. Il y a une industrie qui fait ça, une autre qui fait ça, et elles ne communiquent pas entre elles. Mais dans la nature, non. Dans la nature, tout communique. Quand on surpêche les saumons dans le Pacifique, eh bien, par exemple, on peut augmenter les pluies acides au Canada. Parce que le saumon du Pacifique qu'on a surpêché, il aurait dû normalement remonter les rivières du Canada, frayer, donc mourir parce que le saumon meurt après le frai, donc enrichir les sols en phosphate, donc augmenter la biomasse de la forêt, donc réduire les pluies acides. C'est ça la nature. Tout communique. Quand on a réintroduit les loups dans un parc naturel américain, eh bien, les rivières se sont détournées de 30 kilomètres. Tout simplement parce que quand on réintroduit les loups, les herbivores fuient les vallées. La vallée, c'est le traquenard pour un herbivore. Et les loups sont pas cons, ils attaquent devant et derrière. Mais les herbivores aiment bien les vallées quand il n'y a pas de loups parce que c'est là qu'il y a les jeunes pousses. Et les jeunes pousses sont plus riches en vitamines. Donc pour les petits, c'est mieux pour faire des réserves pour l'hiver. Donc les herbivores font brouter leurs petits dans les vallées. Mais dès que vous mettez ne serait-ce qu'une odeur d'urine de loup dans le parc ou même des aboiements de loup par haut-parleur, les herbivores se barrent. Du coup, ils ne broutent plus les jeunes pousses qui s'enracinent, qui grandissent et qui en 15 ans peuvent détourner le cours des rivières de 30 kilomètres. Ça, c'est la nature. Tout communique avec tout. La nature, c'est l'internet de l'industrie, si vous voulez. C'est comme si on avait fait un réseau où toutes les industries sont mises en relation les unes avec les autres. Et cet internet de l'industrie, on va pouvoir le réaliser au XXIe siècle. La Blue Economy, c'est l'économie qui dit « Imaginez un monde sans déchets, mais rentable ». Pourquoi elle ne s'appelle pas Green Economy? Parce que la Green Economy, elle tient en une phrase. Tout ce qui est bon pour vous et bon pour l'environnement, c'est cher. Tout ce qui est mauvais pour vous et mauvais pour l'environnement, c'est pas cher. Qui a créé ce système? C'est mieux que rien, mais c'est loin d'être suffisant. Ce qu'on voudrait, c'est que tout ce qui soit bon pour nous et bon pour l'environnement soit moins cher que ce qui est mauvais. Ça tombe bien, c'est ce que fait la nature. Alors ce type, Gunther Pauli, retenez bien ce nom, ce mec est présenté souvent comme le Steve Jobs du développement durable. C'est un génie entrepreneurial absolu, c'est le mec qui a démontré que polluer zéro, je dis pas moins, je dis pas 20% de moins, non, parce que un jour on va le voir et dit ouais, moi j'ai pollué 20% de moins. Le type lui dit mais t'imagines si je vais au supermarché et que je dis je vais voler 20% de moins? Parce que c'est ça, polluer, c'est voler la génération suivante. Mes sacs plastiques, c'est toi, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants qui vont devoir les gérer, donc je t'ai volé moins, c'est sympa. Non, le Gunther il dit moi je veux polluer zéro. Mais je vais vous prouver que c'est plus rentable, que c'est juste plus profitable et qu'il n'y aura même pas besoin d'écotaxes ou de subventions pour le faire, parce que c'est les entreprises elles-mêmes qui vont finir, quand on le leur a démontré, qui vont finir par le faire toutes seules. Cette idée, elle paraît totalement ridicule. Totalement. Abolition rentable du déchet. Et pourtant, il y a eu des précédents dans l'histoire, pas forcément sur le déchet, mais d'abolition rentable. Quelle est l'origine de la guerre de sécession? Pourquoi le Nord et le Sud se sont mis sur la gueule?
Alors, l'esclavage, c'est la raison qu'on connaît en France. Et si vous demandez à un Américain, il va vous dire c'est économique. Une guerre, c'est toujours économique. On pourra en parler des heures, mais une guerre, c'est l'économie. C'est pour ça qu'on dit que l'argent est le nerf de la guerre. En fait, la raison était que les États du Nord avaient aboli l'esclavage depuis 15 ans. 15 ans. Quand les États du Nord ont voulu abolir l'esclavage, c'est fédéral, donc les États peuvent décider de faire un truc chez eux pour voir. Et les États du Sud étaient en mode, allez-y, partez devant, vous allez voir que c'est une connerie, votre économie va s'effondrer et vous allez revenir la queue entre les jambes. Mais 15 ans plus tard, les États du Nord avaient aboli l'esclavage et ils étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus rentables. Et les exports du Sud étaient sinistrés. L'économie du Sud, basée sur l'esclavage, était morte. Alors les États du Sud ont mis les candidats à la présidentielle en demeure de les laisser étendre l'esclavage à l'Ouest. Dans tous les nouveaux États qui allaient être conquis, laissez-nous faire de l'esclavage. Et il y a un candidat, Abraham Lincoln, qui a dit « Mais pourquoi je vous laisserais faire ça? C'est moins rentable, c'est débile, ça va faire une économie beaucoup moins profitable que... Pourquoi je vous laisserais faire ça? C'est même pas intéressant sur le plan humain. » Donc mon programme Lincoln, c'est non. Je refuserais d'étendre l'esclavage aux États de l'Ouest. Mais il n'a même pas dit j'interdirais l'esclavage dans le Sud. Hein. Non, non, non. Il dit, je vous laisse faire ce que vous voulez, mais à l'Ouest, non. On arrête. Et il ne s'attendait pas à ce que, étant élu, le Sud ferait sécession. Et là, il a saisi l'opportunité d'abolir l'esclavage tout court. Mais au début, il ne voulait même pas dire aux sudistes, non, non, pas d'esclavage chez vous. Question, pourquoi? Pourquoi l'abolition de l'esclavage s'est avérée rentable? C'est pas évident, ça. Pourquoi? Vous abolissez travail gratuit, on n'est plus dans la lutte syndicale, là, c'est travail gratuit. Vous abolissez ça, vous êtes plus rentable. Expliquez-moi. Comment? Exactement. Quand vous avez des esclaves, les machines, vous n'en avez rien à foutre. Imaginez, vous êtes un planteur de coton en Virginie, en Caroline. Quelqu'un se pointe avec une machine à vapeur. Vous allez lui dire, mais tu plantes du coton en fait avant de me montrer ta machine. Tu connais un peu le métier ou pas? Non, alors barre-toi avec ta machine qui fume. J'en veux pas, elle me fait peur. Elle est ou ridicule ou dangereuse. Et dans le Nord aussi, hein, dans le Nord, ils n'étaient pas plus brillants qu'au Sud. Simplement, une fois qu'on a aboli l'esclavage, il n'y a pas le choix. C'est la machine à vapeur ou la mort. Et oui, Chevrolet, Cadillac, General Motors, ils ne sont pas installés à Détroit pour le climat. Ils s'y sont installés parce qu'il y avait des machines à vapeur. Et à partir du moment où vous avez une machine qui fait 300 chevaux vapeur, le type en face, il peut avoir 1200 esclaves. Il faut 1200 esclaves pour produire 300 chevaux vapeur. Eh bien, il ne sera pas compétitif. 1200 esclaves à l'achat, c'est beaucoup plus cher qu'une machine de 300 chevaux. Et à l'entretien, il est clair que le charbon de la machine coûte un peu moins cher que la nourriture des esclaves. Sans parler du fait que la machine, vous pouvez la faire tourner 24 heures sur 24 et qu'elle risque pas de se barrer. Donc très rapidement, les exports du Sud étaient juste pas profitables. Et là, la guerre était inévitable. Eh bien, ce que dit Gunther Pauli, c'est que de même que l'abolition de l'esclavage était le grand enjeu du XIXe siècle, que l'abolition de l'apartheid était un des grands enjeux du XXe, en sachant que même la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas réussi à y mettre fin, rendez-vous compte. 70 millions de morts et on n'avait pas aboli l'apartheid. Eh bien, l'abolition du déchet sera le grand enjeu du XXIe. Et dans les trois cas, on va passer par ridicule, dangereux, évident. Nos ancêtres, l'abolition de l'apartheid, c'était pas sérieux. Leurs ancêtres, l'abolition de l'esclavage, c'était pas sérieux. Nos descendants, l'abolition du déchet, ce sera sérieux. Alors, comment on met ça en pratique? La Blue Economy, elle tient en une équation. Déchets plus connaissance égale emploi. Prenez par exemple, vous connaissez l'expression « l'argent n'a pas d'odeur ». Vous savez d'où elle vient? L'empereur Vespasien avait instauré une taxe sur les toilettes publiques, qui n'étaient pas payées par les usagers, qui étaient payées par les personnes qui récupéraient l'urine pour travailler le cuir. C'est pour ça qu'une tannerie, ça pue en général, hein, il faut des molécules assez... qui ont, comment dire, le mauvais goût d'être assez odorantes pour travailler le cuir. Et l'urine a toujours été un très bon support pour travailler le cuir. Donc l'empereur Vespasien mettait à disposition des tanneurs
l'urine des toilettes publiques. Et il les faisait payer pour ça. Et son fils lui avait dit, mais c'est vraiment vulgaire, c'est pas digne d'un empereur. Et un jour, il lui a apporté une énorme caisse de pognon, et il lui a dit, voilà, sens-le. Son fils comprenait pas, ok, ça sent rien. Et oui, tu vois, l'argent n'a pas d'odeur. Ça, c'est la recette de la taxe sur la pisse. C'est de là que vient cette expression. Donc déjà, à l'époque, cette idée que déchets plus connaissance égale emploi, elle a été connue de tous les temps. De tous les temps. Ce que dit le Gunther, c'est que dans le passé, on avait tendance à enterrer nos déchets. On prenait les déchets, on les mettait dans la terre ou dans la mer. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Eh bien aujourd'hui, il ne faut pas mettre nos déchets dans la terre ou dans la mer, il faut les enterrer dans la connaissance. La meilleure façon de traiter un déchet, c'est plus de l'enterrer, c'est de le mettre dans de la connaissance. Le problème étant que celui qui produit le déchet, en général, c'est la dernière personne sur Terre à avoir la connaissance de l'utiliser. Sinon, pour lui, ce ne serait pas un déchet. Déchet tout court, c'est du passif dans un bilan. Si vous êtes une entreprise et que vous produisez du déchet, c'est du passif. Alors, si vous êtes un gros bâtard, le déchet, vous allez le larguer en mer sans pitié. Comme ça, ce passif vous coûtera rien. Mais autrement, vous allez devoir payer quelqu'un pour le prendre. C'est du passif, ça limite votre rentabilité. Mais si vous avez déchets plus connaissance, ça devient de l'actif. Ça augmente votre rentabilité. Comment mettre ça en pratique? Ce que dit Gunther, c'est que ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Parce que la nature est simplement plus brillante, même en termes de productivité. Je vous ai montré par exemple les semi-conducteurs, mais mon Dieu, si on prenait par goutte d'eau de mer la quantité de processeurs produits, on pourrait avoir des semi-conducteurs qui ne coûtent même pas 1 centime aujourd'hui. On aurait des semi-conducteurs partout, dans nos t-shirts, partout. Et c'est même à l'étude pour faire des vêtements homéothermes, c'est-à-dire des vêtements qui resteraient à 20 degrés en permanence. Par exemple, pour habiter en Sibérie, ça serait sympa. Les Russes sont vraiment en train d'étudier ça. Donc ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature, parce que la nature est plus intelligente. Vérifions cette équation, déchets plus connaissance égale emploi. Elle est tellement vraie qu'il y a 2 ans, les Coréens, encore eux, ont mis au point une technologie pour fabriquer une batterie qui vaut plus cher que l'or au gramme à partir de mégots de cigarettes. C'est-à-dire que les Coréens plaisantent en disant « on est en train de devenir importateur net de mégots de cigarettes ». Pour nous, un déchet, pour eux, une mine d'or. Adidas a fabriqué des chaussures avec ce matériau plastique, qui est en fait des déchets plastiques que l'on retrouve dans le Pacifique. Notamment les déchets des filets de pêche. Ça a été fait avec Paul Watson, le mec de Sea Shepherd. Et c'est pas, ils l'ont fait parce qu'il fallait le faire, ça s'est avéré être un excellent matériau. Ça s'est avéré être un bon matériau. Mais là, je vous le concède, on est encore à la préhistoire. Ce qui se fera dans 50 ans, ce qu'on fait aujourd'hui, évidemment, sera risible à côté. Vous avez sans doute tous entendu parler du problème du CO2. J'aime beaucoup cette image. Là, vous voyez la guerre 14-18. D'un côté, il y a une centrale à charbon. De l'autre, il y a Greenpeace qui campe. Et là, il y a les 2 camps qui s'affrontent. Nature, emploi. Et le problème, c'est que si on ne transcende pas ce conflit, on n'arrivera jamais à dépolluer. Oubliez ça. La France a fait la COP 21. C'est très mignon. Mais la COP 21, c'est dire aux BRICS, donc au Brésil, à la Chine, les gars, il faut préserver votre forêt. Par exemple, l'enfant des favelas à Rio, vous allez lui dire, tu dois choisir entre ton frigo ou la forêt. Parce que moi, j'ai envie de visiter la forêt, donc tu dois choisir entre ton frigo et la forêt. À l'enfant des favelas, il est pas con. Hein. Il va vous demander, mais toi, t'as fait quel choix il y a 30 ans, rappelle-moi? Elle est où ta forêt primaire? Bon, bah, ça a l'air de t'avoir pas trop mal réussi d'avoir choisi le frigo, alors laisse-moi choisir le frigo aussi. Donc, tant qu'on restera dans ce débat, on n'avancera pas. Il faut avoir l'audace de dire, j'ai trouvé une combine où t'as les deux. C'est arrivé dans le passé. Hein. Encore une fois, l'esclavage, même Lincoln, le premier, pensait que si on abolissait l'esclavage, on allait gréver l'économie. Il s'est dit, je peux pas avoir les deux, je peux pas avoir compétitivité et morale, c'est pas possible. Bah si. Donc, centrale à charbon qui émet du CO2, du H2S, etc. Et là, le Gunther se pointe et dit, mais attendez, vous dites que le CO2 c'est mauvais, mais c'est parce que vous savez pas quoi en faire. Le vrai problème, il est là.
Donc, c'est pas le CO2 qui est mauvais, c'est nous. Pour une plante, le CO2, c'est un repas complet. Donc, fixons-le. Alors évidemment, fixer le CO2, on sait faire en fait, hein, avec des algues vertes. Mais les algues vertes, c'est un déchet. On prend un déchet pour faire un autre déchet, c'est naze. Le but de la Blue Economy, c'est de prendre un déchet pour en faire une mine d'or, comme les cigarettes des Coréens. Là. Donc, c'est pas du tout la même mentalité. Alors, le Gunther, les mecs lui disent, oui, on peut prendre des algues vertes. Mais lui, il y connaît rien dans les techniques classiques il arrive juste en tant qu'entrepreneur en disant, bon, comment on va pouvoir vendre le CO2, comment on va pouvoir créer des emplois autour de ça. Et l'algue verte, je vois pas comment ça va créer un emploi. Personne voudra la prendre, ton algue verte, de toute façon. Alors, il dit, moi, je vais faire l'algue la plus chère au monde. C'est quoi l'algue la plus chère au monde? La spiruline, ça vous dit quelque chose? La spiruline, c'est la superfood, quoi. On peut manger que ça pendant 1 an, si on veut. Riche en acides aminés essentiels, oligo-éléments, acides gras essentiels, etc. La spiruline, là, il y a une demande. Si vous produisez 1 kilo de spiruline, il y aura quelqu'un pour le prendre. Parce que c'est quoi un déchet? Un déchet, c'est quelque chose dont personne ne veut. Si je vous donne 1 tonne de quelque chose et que vous préférez une poignée de main, ça s'appelle un déchet. Mais dès qu'il y a une demande, c'est plus un déchet. Donc, il part sur la spiruline. Mais là, les spécialistes lui disent, mais on voit bien que tu n'y connais rien. La spiruline, ça capte beaucoup moins le CO2. Ça fixe très mal le CO2. Il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour fixer une quantité de CO2. Donc, si ton job, c'est de fixer le CO2, prends pas la spiruline. Ça vous rappelle rien comme mentalité, ça? Vous vous rappelez Love Can Do? Le traitement des déchets, il est où sur cette matrice? Non, ça c'est Gunther. Mais le traitement, entrant forcé, pourquoi tu traites des déchets? Mais parce qu'il faut bien. Le camarade Staline me l'a demandé, je le fais. J'ai aucune envie de le faire. S'il n'y avait pas eu de déchets, j'aurais fait autre chose. Le Gunther, il est effectivement passé par Silicon Garage et au-dessus de la mêlée. Je fixe pas le déchet parce qu'il faut, je fixe le déchet parce que je vais rendre ça fun. Ça va être un jeu pour moi, un casse-tête. C'était vraiment ça, il y avait un petit côté challenge. Tu me prends un truc qui vaut rien, comment je vais en faire quelque chose qui vaut beaucoup? Pourquoi c'est débile de dire la spiruline, ça fixe mal le CO2, donc faut pas prendre ça? Pourquoi c'est con comme raisonnement? Où est la faille? Je résume, hein. Les gens lui disent la spiruline capte moins le CO2, donc il faudra que tu en plantes beaucoup plus pour avoir le même résultat. Et voilà, je la vends. C'est pas un déchet, c'est pas de l'algue verte. Toi, tu raisonnes algue verte. Donc tu te mets dans la place, oui, je fais ça avec de l'algue verte, je fais un autre déchet. Donc évidemment qu'il en faut en produire le moins possible. Mais là, ça se vend. Ça se vend même très cher. Pourquoi voudrais-tu que j'en produise moins? Tu es en train de me dire qu'avec la même quantité d'engrais, je vais pouvoir en produire 5 fois plus. Où est le problème? Ça paraît évident, je veux dire, quand on le décortique comme ça dans une conf, mais je vous assure que des situations comme ça de mindfuck géant, où on prend les mauvaises décisions parce qu'on est resté bloqué dans la pensée de la préhistoire, mais ça arrive tous les jours. Parce que beaucoup de gens, quand vous arrivez en leur disant « je peux fixer le CO2 et créer des emplois », ils vous disent « c'est trop beau pour être vrai ». Et ça, c'est l'ego, c'est le cynisme. Le cynisme, c'est « j'ai pas réussi à le faire, alors pourquoi réussirais-tu, petit prétentieux ?» Le cynisme, ça nous tue. Rappelez-vous que Lord Kelvin, grand physicien de la fin du 19e, avait dit « faire voler un avion, c'est impossible ». Moi, grand physicien Lord Kelvin, je ne vois pas comment on peut faire, donc c'est impossible. Ça, c'est l'ego. Et l'ego, il a la propriété de se glisser dans nos débats sans s'annoncer. C'est-à-dire que dans un débat public ou dans une prise de décision à un conseil municipal, régional, national, c'est pas comme s'il y avait une chaise avec marqué ego. On le voit pas. On ne voit pas ses conséquences. Mais pourtant, si on les décortique, elles sont énormes. Et le cynisme est l'une d'entre elles. Alors le Gunther donc plante de la spiruline, qu'il vend en l'occurrence sous cette forme. Ah, pardon. Ah oui, j'avais Voilà, sous cette forme. Alors pourquoi? C'est pas la plus ragoûtante, mais c'est la plus margeante, puisque là vous la vendez en parapharmacie.
Et à San Francisco, il y a des gens qui sont prêts à vous payer $1 par pilule. Le pot de 60 pilules, $59,95. On l'a produit au Brésil. Vous imaginez la rentrée de devises, pays pauvres, pays riches? Et donc, évidemment, sous cette forme-là, vous allez marger plus. Alors, ce qu'il y a de plus obscène dans cette étude de cas, c'est que quand il vend son pot de spiruline, il est GAP, gratuit à produire. Parce que toute la chaîne a été rentabilisée par les crédits carbone. On vous paye pour fixer le carbone. Le mec, il est là, ah, t'as fixé le carbone, tiens, vas-y. Et comme il ne croit pas au crédit carbone, le Gunther, il est parti sur d'autres applications derrière. Avec les déchets de spiruline, il fait des phosphoesters pour la cosmétique. Et avec les déchets de phosphoesters, il fait du carburant. Du carburant qui a fixé du CO2 en amont. Aujourd'hui, en Thaïlande, il y a une start-up qui est spécialisée dans la pose de cuves à spiruline sur les hôtels 5 étoiles. Par exemple, le Novotel de Bangkok produisait beaucoup de CO2, la clim à fond, etc. Ils ont mis des cuves à spiruline. Alors, la spiruline, il faut savoir que c'est une algue archaïque. C'est ce qu'on appelle une archébactérie, précisément. Et en fait, quand elle a émergé, eh bien, on était dans un monde où il y avait du CO2 un peu partout et où il y avait beaucoup de dioxyde de soufre aussi. On était dans un monde qui aurait ressemblé à un monde pollué. Donc, elle adore le dioxyde de soufre, pardon, pas le dioxyde de soufre, le H2S, le sulfure d'hydrogène, et elle adore le CO2. C'est pour ça qu'elle prospère dans les endroits qui sont irrespirables pour nous. Donc, cette start-up pose des cuves de spiruline sur les toits qui vendent ensuite dans les smoothies de l'hôtel. Et elle absorbe la masse de CO2 de 3 fois l'hôtel. Donc, je ne veux plus entendre dire le CO2 c'est un problème, c'est nous le problème. Il faut en faire quelque chose, il faut faire des chaînes, comme la nature le fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on rentre dans un monde où on produit comme la nature. Un arbre pour la nature, vous savez ce que c'est? C'est une centrale nucléaire. Un arbre pour la nature, c'est bourré de molécules cancérigènes. Vous le saviez ça? La photosynthèse produit des radicaux libres de l'oxygène. Les radicaux libres de l'oxygène, ce sont des molécules hautement réactives qui, si on les met en contact avec l'ADN, le brisent. Elles sont donc cancérigènes. Les radicaux libres de l'oxygène, c'est cancérigène. Pas tous, mais ceux que produisent les arbres avec la photosynthèse, ils le sont. Pourtant, les arbres n'ont pas de cancer. Pourquoi? Parce qu'en des millions d'années d'évolution, ils ont développé tout un système pour bloquer ces radicaux libres, qu'on appelle génériquement aujourd'hui des antioxydants. Et c'est pour ça que les arbres et que les plantes en général sont riches en vitamines. Parce que les plantes, avant tout, étaient des lieux où on produisait des déchets cancérigènes. Je le dis littéralement. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la nature. Parce que la nature, est-ce qu'elle a déjà produit des déchets, en fait? Si je vous disais que la nature a déjà produit un déchet, et pas un déchet, le déchet, le pire, si nous, aujourd'hui, on faisait sauter toutes nos centrales nucléaires civiles, toutes nos bombes nucléaires, militaires donc évidemment, et puis c'est la fête au village, toutes nos usines chimiques à la Bhopal sans pitié, on causerait une extinction de biodiversité de l'ordre de 99%. Ça signifie qu'une espèce sur 100 survit. Contrairement à une croyance répandue, l'homme n'a absolument pas la capacité à éteindre toute vie sur Terre. C'est le Soleil qui a cette capacité, pas nous. Et on connaît des bactéries qui résistent aux radiations, comme Deinococcus radiodurans, on connaît les tardigrades, il y a les graines sous les déserts, sous le sable qui pourraient germer. L'homme n'est pas capable d'éteindre toute vie sur Terre. Bon, il peut s'éteindre lui-même, par contre. La nature, en fait, contrairement à ce que l'on croit, elle peut gérer nos déchets, mais elle ne peut pas les gérer en temps humain. Le problème, c'est nous. La nature, elle a connu des météorites, elle a connu des ères glaciaires, elle a connu des éruptions volcaniques, la précession des équinoxes. La nature, nos déchets, c'est peanuts pour elle, faut pas croire. Par contre, pour nous, c'est très grave. On retrouve du DDT aujourd'hui dans le lait maternel des Esquimaux. On retrouve des traces de cocaïne et de Prozac dans la chair des saumons sauvages. Sauvages, pas d'élevage, sauvages. Notre corps est tellement pollué, comme on est c'est vraiment être débile pour croire qu'on est le prédateur supérieur, et croire que polluer la nature, ça va pas remonter jusqu'à nous. Il faut vraiment être un gamin intellectuellement pour croire ça. On est tellement saturé de métaux lourds aujourd'hui que nos cimetières sont pollués. Une Coréenne a mis au point un pyjama mortuaire. Elle a fait un TED là-dessus où elle fait rigoler tout le monde. C'est un génie de la blague, cette nana. Elle se pointe dans son pyjama mortuaire qui est ensemencé de champignons
qui sont là pour rendre biodisponibles les métaux lourds comme l'arsenic ou le mercure qui s'accumulent dans nos os et dans nos cheveux. Parce que oui, on est tellement pollué aujourd'hui que nos cimetières regorgent de métaux lourds. Donc la nature, elle peut gérer nos déchets, mais nous, non. Le problème, c'est pour nous. Donc si je vous disais que la nature a déjà produit un déchet, j'ai commencé en disant, si on mettait tous nos déchets sur le marché là tout de suite, 99% d'extinction de biodiversité. 99. 1 sur 100 survie. Les dinosaures, hein, la météorite des dinosaures, on est autour de 50% de biodiversité perdue. 50. Les dinosaures ne se sont pas éteints. Les oiseaux, c'est des dinosaures. Les poules, ce sont des T-Rex, si vous voulez. Vous ne verrez plus jamais une poule de la même façon. C'est-à-dire qu'on a pris notre revanche depuis, sur qui mange qui. Mais les oiseaux sont des descendants de ce qu'on aurait appelé des dinosaures. Donc les dinosaures ne se sont pas éteints. C'est simplement ceux qui ont évolué pour être plus petits, plus agiles, et à sang chaud, ont survécu. Mais donc l'extinction des dinosaures, c'est 50. Juste pour vous donner une idée des parts de biodiversité dans une crise. Mais là, le déchet dont je vais vous parler, enfin que je vais vous faire deviner, c'est une extinction de biodiversité de 99,99%. Une espèce sur 10 000 a survécu. Qu'est-ce que c'est à votre avis ce déchet? Parce que c'est le pire déchet de l'histoire du vivant connu. Non. Non, une espèce sur 10 000 qui survit. Hein. L'homme n'a même pas causé une extinction de la taille des dinosaures aujourd'hui. Hein. Moi, je vous parle d'une espèce sur 10 000, vraiment. Fallout. La quoi? Non, non, non. Non, c'est un déchet chimique. Alors, H2O, c'était avant la vie. Là, je parle d'un truc qui a été produit par le vivant. Absolument. L'oxygène. L'oxygène, comme son nom l'indique, ça oxyde. Un des grands facteurs du vieillissement cellulaire. Autre raison pour lesquelles les végétaux vivent aussi longtemps, ils sont bourrés d'antioxydants. C'est pas aussi simple que ça, attention, mais je veux dire, une des grandes raisons, c'est qu'ils résistent au stress oxydatif. L'oxygène, comme son nom l'indique, ça oxyde. Quand c'est apparu sur Terre, c'est très facile à dater en géologie, on appelle ça la grande oxygénation, et on voit une couche d'oxyde de fer. Quand on regarde les couches géologiques, d'un coup, on voit, tac, une couche d'oxyde de fer, une couche de rouille. Et donc, on sait que l'oxygène est apparu sur Terre. Mais quand l'oxygène est apparu sur Terre, ça faisait plus de 500 millions d'années que la vie existait. 500 millions d'années, hein. C'est 10 fois la distance qui nous sépare des dinosaures. 500 millions d'années d'évolution rayées de la carte par l'apparition de l'oxygène. L'oxygène a été produit par des bactéries qui s'appelaient les cyanobactéries et qui étaient vraiment des trucs polluants. C'était un excrément dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire un truc qu'elles émettent et qu'elles n'utilisent pas. Et cet excrément, eh bien, il s'est accumulé partout parce que c'était un gaz. Dans la haute atmosphère, dans les océans. Il a tout détruit. 9 999 espèces sur 10 000 ont survécu. Ont disparu, pardon. Mais c'est grâce à l'oxygène que la Terre est bleue. Enfin, il y a l'eau liquide déjà, mais l'ozone, c'est du trioxygène. Et si le ciel apparaît bleu, c'est parce que l'ozone fait comme une sorte d'arc-en-ciel et que le bleu se réfléchit dans notre direction. C'est grâce à l'oxygène que la Terre est verte. Si notre Terre est un paradis, c'est grâce aux pires déchets jamais créés par la nature. Et la nature, elle a cette capacité à transformer un enfer en paradis. C'est exactement de ça qu'il faut s'inspirer dans notre économie. Alors, je vais prendre un dernier déchet. Je l'ai choisi parce qu'il est proche de nous. Le marc de café. Donc, je vous l'accorde, c'est pas un déchet nucléaire. Mais dans la proportion où on le produit, il pose un vrai problème. Quand on boit un expresso, à votre avis, combien de pourcents de la biomasse on consomme? Combien de pourcents de la biomasse on consomme quand on boit un expresso? Plus ou moins. C'est 0,2%. Donc 2 pour 1000. Pour vous donner une idée, hein, c'est comme si vous aviez un business model qui consistait à fabriquer une allumette dans une batte de baseball. C'est le même niveau. Alors évidemment, c'est débile. Le marc de café, on cherche, parce qu'aujourd'hui, il est laissé à pourrir en fait. Concrètement, la majorité de sa production est laissée à pourrir. Donc ça produit du méthane. Et putain, le méthane, ça devrait pas être un déchet. On le paye au compteur à gaz. Mais comme Engie et Nescafé communiquent pas des masses, eh bien pour l'instant, le gaz part dans l'atmosphère.
Et là, c'est un vrai problème. Je ne sais plus qui a dit le savant sait résoudre un problème que le sage n'aurait jamais eu. Et le sage n'aurait pas eu le problème du le méthane est un problème. Je veux dire, le méthane ne devrait pas être un problème. On paye les Russes pour le méthane. Alors, on cherchait une application qui permettrait d'absorber la production mondiale, qui est grande. Il y a plein de micro-usages. Hein. On peut déboucher un évier avec, on peut dépuceronner un rosier, on peut faire du compost, mais uniquement si on le mélange, parce que en fait, c'est un compost acide. Et les plantes qu'on mange en général n'aiment pas ça du tout. Il n'y a que les plantes vertes d'appartement qui aiment ça. Donc on cherchait. Alors quelqu'un s'était dit peut-être qu'on pourrait nourrir du bétail avec. Parce que dans une interprétation simpliste, si on nourrit une vache avec du marc de café, peut-être qu'on aura du café au lait direct au pied de la vache. Mais ça marche pas comme ça. On cherchait jusqu'à ce qu'on découvre que le marc de café, c'est le meilleur champi compost connu dans l'industrie. Si vous voulez faire pousser du champignon de Paris, du shiitake, maïetake, ganoderma ou pleurote, le meilleur compost, c'est pas un compost, le meilleur, c'est le marc de café. Par exemple, le shiitake, la raison pour laquelle c'est cher, c'est que pour le faire pousser, il faut des copeaux de chêne pasteurisés. Des copeaux de chêne, un bois semi-précieux, ça coûte cher. Et pasteurisé, ça coûte de l'énergie. Là, c'est déjà pasteurisé, ça sort du percolateur. J'ai envie de dire, what else? C'est pasteurisé 3 fois. Percolation, torréfaction, fermentation. Donc on est sur un compost ultra compétitif. C'est le meilleur du métier. Ça veut dire que si vous avez 1 kilo de marc de café et que vous êtes champignoniste, je sais pas comment on dit, mais ça doit être ça, eh bien c'est un avantage. C'est plus un déchet. Vous êtes prêt à payer pour le prendre. Les champignons digèrent la caféine, on la retrouve pas dans le champignon et ça leur donne un goût délicieux. Un shiitake poussé sur marc de café, ça a un goût meilleur qu'un shiitake normal. À tel point qu'un jour, les restaurants vous serviront en option le shiitake sur marc de café. C'est un peu comme la pata negra du champignon, si vous voulez. Ou l'agneau des marais salants, des trucs comme ça. Le fait qu'il est poussé sur marc de café le rend meilleur. Et il n'y a plus de caféine dans le champignon. Enfin, le champignon digérant la caféine, et ben là, on peut nourrir du bétail avec ce qui restera de marc de café. On peut nourrir du bétail et ça va donner un fourrage haut de gamme. On pourra nourrir du bœuf de Kobe avec, du bœuf Wagyu. Donc avec un déchet, on a fait 2 trucs qui valent beaucoup d'argent. Cette nana, Chido Govero, a créé une marque de café consigné. Donc c'est un café où les cafetiers s'engagent à laisser le marc disponible. Il part vers une champignonnière à Rotterdam aménagée dans une ancienne piscine. Vous voyez, créer de l'emploi. La piscine ne marchait plus. On prend le café, on crée les emplois à son emplacement. Et dans cette piscine, ils font champignons de Paris, shiitake, maïetake, ganoderma, pleurote. Et puisqu'on est à Rotterdam, psilocybine aussi. Ça crée de l'emploi. Le café, ça tue les odeurs aussi. Il y a 3 types de personnes qui savent ça. Les premiers, c'était les parfumeurs. Dans le temps, les VRP en parfum savaient que pour effacer l'odeur d'un parfum, on pouvait prendre un peu de café. C'était une gomme olfactive. Et quand vous êtes vendeur en parfum, évidemment, à la fin de la journée, vous sentez peau pourrie de chez Chanel. Donc, il vous faut un café, enfin un truc qui puisse effacer l'odeur. Et donc, ils emportaient toujours un peu de café pour cette raison. Le deuxième type de personnes qui sait ça, ce sont les narcotrafiquants. Les narcotrafiquants qui sont habitués à planquer le café, la coke dans le café. Parce que ça cache l'odeur de la coke aux chiens. Et c'est un problème insoluble parce que... Insoluble café. Parce que vous pouvez pas, si vous êtes douanier à Bogota, vous pouvez pas entraîner votre berger allemand à mordre tous ceux qui sentent le café. Je veux dire, le tourisme en Colombie dégringolerait trop vite. Du coup, c'est encore utilisé aujourd'hui. Et puis les 3e types de personnes qui savent ça, ce sont ceux qui ont entreposé du maroilles trop longtemps dans leur frigo. Si votre frigo pue, vous mettez un bol de marc de café frais dedans, et ça tue les odeurs. Et c'est plus efficace que du fait braise. Et si vous en êtes à faire braiser votre frigo, changez de frigo. Donc en fait, on a découvert que comme le café tuait les odeurs, on pouvait faire un textile avec. On pouvait faire un textile à base de café, en partie. Je vous présente le fondateur de la marque S-Café, qui est en train de sentir une rame de textile à base de café, dont j'imagine qu'on a enlevé la coque. Et c'est plus agréable à porter que du coton d'Égypte. Le coton qui est la culture qui consomme le plus d'eau au monde. Hein. C'est pas pour rien que le coton, ça se fait au Mississippi ou dans le Nil. Hein. C'est parce qu'il faut de l'eau. Et là, ce textile à base en partie de marc de café, il est désodorisant. Donc il s'appelle S-Café.
Là, son t-shirt est en Escafé. Là. Il a un contrat avec Haider, la marque de vêtements de sport, pour faire des vêtements antitranspirants. Et puis évidemment, où est la meilleure marge? Dans la lingerie féminine, bien sûr. Donc je vous présente la marque Sorella, qui fait des sous-vêtements à base de marc de café. Ça tue les odeurs, ça sèche vite, ça protège des UV. D'où leur slogan délicieux. Hey, t'as pris ton café aujourd'hui? Drink it, wear it. Et c'est pas fini. Avec le marc de café, on peut faire un matériau. Je vous présente Eben Bayer et Gavin McIntyre, qui ont fait la couverture de Wired Magazine dans la Silicon Valley. Et la couverture, c'était, on a fait pousser ce gros titre. We grew this headline. Pourquoi? Parce que ça, ils l'ont fait pousser. C'est un biopolystyrène biodégradable qu'ils ont fait pousser dans les bacs que vous voyez derrière eux. Ces bacs sont remplis de déchets agricoles, type sonderie, marc de café. Ils mettent un champignon, par exemple pleurote, et les racines, le mycélium du champignon, envahit le bac et fabrique ce biopolystyrène biodégradable. Vous imaginez, vous prenez le bloc, vous avez été livré, votre télé a été livrée, vous prenez le bloc, vous le jetez dans votre jardin, il se biodégrade. Et en plus, il enrichit les sols, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on va vous payer pour le récupérer. C'est un très bon isolant thermique et un très bon isolant acoustique. 5 décibels au centimètre. Oh, putain. Alors, je résume. Avec un déchet, on a fait fourrage, champi-compost, textile, matériaux. Déchets plus connaissance égale richesse. Alors, pour conclure, ça, c'est la nature. C'est une représentation de la nature par Mucha. Je crois qu'on dit Mourra, mais bon, quand je dis Mourra, personne ne comprend. Peut-être que quand j'ai dit Mucha, personne n'a compris non plus. Le grand maître de l'art nouveau, et ça, c'est un peu considéré comme son chef-d'œuvre. C'est un peu sa Joconde. Voilà. Quoi de mieux qu'une Joconde pour terminer une présentation sur la seconde Renaissance? Merci. Vous en voulez un peu, hein? Et elle est visible à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on peut dire de la nature d'après cette sculpture? Cherchez pas trop loin. Elle est bien gaulée. La nature est belle. On sait que la nature est belle et la valeur de la beauté de la nature, on la comprend. Un appartement avec vue sur parc a plus de valeur qu'un appartement avec vue sur parking. Donc la valeur économique de la beauté de la nature, on la comprend. Et on la comprend même tellement bien qu'à Manhattan, parmi l'immobilier le plus cher au monde, eh ben on a pris le temps de faire Central Park. Au lieu de faire des tours, on a mis un parc qui est plus grand que Monaco. Central Park, c'est plus grand que Monaco. Monaco, c'est l'immobilier le plus cher du monde, pour le coup. Donc on aurait pu mettre le foncier le plus cher du monde, on a décidé de faire un parc. C'était une bonne idée. Mais au-delà de ça, ce que cette sculpture nous apprend, c'est que la nature, elle est entièrement en or. Toute la nana, elle est en or, là. Donc elle n'est pas seulement intelligente, elle n'est pas seulement belle, pardon, elle est intelligente, elle est brillante. La nature, on l'a vu, a des prix Nobel de physique. Elle imprime du silicium, moque personne. Elle a des prix Nobel de chimie, tous les matériaux qu'elle a créés. Elle a des prix Nobel de médecine, le curare, etc. L'aspirine, hein. Puis même le Taxol anticancéreux, c'est la nature. La nature a des prix Nobel d'économie. La nature a créé le seul système économique où pour toute offre, il y a une demande. Si vous êtes économiste aujourd'hui, et que sur une petite île perdue des Canaries, vous créez un système économique avec 20 000 personnes seulement, où pour toute offre, il y a une demande, en gardant un niveau de vie élevé, vous avez le prix Nobel demain. Il change la date rien que pour vous. La nature le fait partout. Pour toute offre, il y a une demande. C'est brillant. Donc, prix Nobel de physique, de chimie, d'économie, de médecine, de la paix, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est évident que la nature mériterait des prix Nobel de la paix. Eh bien, elle a aussi un prix Pritzker, prix d'architecture. La nature a inspiré la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est un bâtiment bio-inspiré. La Tour Eiffel n'a pas gagné l'appel d'offres parce qu'elle était belle, tout le monde l'a trouvée à chier. Guy de Maupassant voulait la faire démonter. Il a fait une pétition, non, c'est horrible, c'est vilain. Ridicule avant qu'on la construise, dangereuse une fois construite. Elle a gagné parce qu'elle était la plus légère. La Tour Eiffel, elle est plus légère que le cylindre d'air qui la contient. Si vous faites un cylindre d'air qui part des piliers jusqu'au sommet, il est plus lourd que la Tour Eiffel elle-même.
Et cette prouesse technique, eh bien, elle a été rendue possible parce que l'ingénieur en chef de Gustave Eiffel, M. Koechlin, avait étudié la structure de l'humérus humain. Et l'humérus humain, il s'en est servi pour faire les piliers de la tour Eiffel. Donc c'est une tour bio-inspirée. Il avait étudié ça en Suisse. Donc même la tour Eiffel est bio-inspirée, donc prix Pritzker. Eh bien, Gunther dirait qu'elle a aussi un MBA, un Master of Brilliant Adaptation. Si je mets là, genre, avec ça. Ça marche. Ouais. Donc un MBA, c'est-à-dire le master le plus select en école de commerce. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nature est la meilleure école de commerce au monde. La nature n'est pas seulement la meilleure école de médecine, d'architecture, d'économie, c'est aussi la meilleure école de commerce. Ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme elles. Et donc pour résumer tout ce qu'on a vu, parce qu'on a quand même fait beaucoup de chemin depuis tout à l'heure, mes 3 histoires qui s'enchaînent maintenant, vous comprenez pourquoi je les ai mises dans cet ordre. Imaginez une économie dont la ressource est infinie. Imaginez qu'on ait vécu dans une bibliothèque sans le savoir et qu'on ait brûlé les livres au lieu de les lire. La nature est une bibliothèque, lisons-la au lieu de la brûler. C'est là que se trouve sa valeur, dans sa connaissance, pas dans sa matière. 3e histoire, imaginez un monde sans déchets mais rentable. De même que l'abolition de l'esclavage a été l'enjeu du 19e, que l'abolition de l'apartheid a été l'enjeu du 20e, l'abolition du déchet sera l'enjeu du 21e, mais elle passera par ridicule, dangereux, évident. Eh bien tout ça, ça peut se résumer en une seule phrase. Nous, les êtres humains, comment on s'est appelés en tant qu'espèce? C'est quoi notre nom d'espèce? Homo sapiens, sapiens. Il n'y a plus d'excuses, hein. On s'est auto-appelé, modestement, l'homme sage, sage. Il y a eu sapiens néandertalensis, qui enterrait ses morts, qui évidemment savait faire du feu et des outils, qui avait une boîte crânienne plus grosse que la nôtre. Homo sapiens néandertalensis, c'est 1,8 litres de boîte crânienne, nous c'est 1,3. Il ne faut pas croire que Néandertal était une sorte d'arriéré, on ne sait pas. Donc il y a eu sapiens néandertalensis, et il y a eu nous, modestement, sapiens sapiens. Eh bien, quel homo sapiens sommes-nous? C'est ça la question qu'il faut se poser. Sommes-nous homo sapiens materialensis? On ne s'est pas appelé comme ça. Sapiens, c'est immatériel, c'est de la sagesse. Ou est-ce qu'on est homo sapiens sapiens, pour de vrai? Allez, pour sceller cette conférence, j'aimerais que vous vous leviez tous. Allez-y, levez-vous. Levez-vous. Bon bah, vous savez, vous êtes tous levés, parce que je vois pas forcément dans le fond, vous êtes tous bien debout? Ok. Bah, vous tous debout, là, vous savez ce que c'est? C'est la façon la plus fourbe d'avoir une standing ovation.